Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des Green Bonds avec vous, Nicolas Coulon. Bonjour. Bonjour David. Gérant obligataire chez Ophi Invest AM. Il faut rappeler en quoi ce sont des outils de financement de la transition énergétique qui sont appropriés, qui sont idéales. Alors c'est un outil qui permet de financer aussi bien les entreprises que les États. Contrairement aux actions, on va plutôt financer forcément que les entreprises et qui permettent de cibler des projets bien précis dans lesquels les investisseurs vont pouvoir savoir quel est l'impact de l'investissement. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un contexte. Certains disent que le contexte est défavorable aux Green Bonds et même au climat en général quand on voit que pas mal d'asset managers, notamment américains, sont sortis des alliances sur le climat. Alors effectivement, le contexte politique est difficile depuis quelques semaines, voire des mois. On a ces grands asset managers ou grandes institutions financières qui sont sortis des initiatives pour le climat. Cependant, on peut imaginer qu'aujourd'hui, ce soit plutôt un effet d'annonce, mais qu'ils continuent à investir dans la transition, parce qu'aujourd'hui, la transition rejoint l'intérêt économique du plus grand nombre, et notamment des États-Unis, avec le développement de l'intelligence artificielle. Après, comment s'assurer, c'est une question qui revient souvent, comment on s'assure que lorsque une entreprise, peut-être moins un État, mais surtout une entreprise, encore qu'un État, la question se pose aussi, quand un green bond, une obligation verte est émise, comment on s'assure que ça serve véritablement, vraiment, concrètement, factuellement à un objectif climat? Alors jusqu'à aujourd'hui, on avait des analystes en interne et on en aura encore besoin. Dans toutes les sociétés de gestion qui font du green bond, il faut vraiment analyser les projets en détail. Mais on a en plus l'Union européenne qui a, depuis le 21 décembre dernier, mis en vigueur un label européen qui permet de rendre obligatoire certaines vérifications sur les green bonds. Jusqu'alors, c'était des initiatives de place, à l'initiative des acteurs du financement, et qui étaient sur des, on va dire, c'était volontaire, c'est-à-dire on pouvait faire des reportings, c'était des meilleures pratiques mises en place pour vérifier ce qui était financé. Aujourd'hui, l'Union européenne arrive avec quelque chose qui doit être vérifié. Donc on doit financer à 85% au minimum des projets qui sont dans la taxonomie européenne. On doit publier, quand on est émetteur, des rapports pré-allocation et post-allocation. Ces rapports-là qui nous donnent des informations sur l'utilisation des fonds levés vont être audités par des superviseurs externes qui eux-mêmes vont être sélectionnés par l'autorité des marchés financiers européens. Et les autorités peuvent sanctionner aussi bien les émetteurs que les superviseurs si tout ça n'est pas dans les règles. Donc ce label, c'est un gage de sérieux, ce label européen, de crédibilité, quant à l'usage que sont faits des fonds qui sont levés par les institutions privées ou publiques via des green bonds. Exactement, et puis en plus ça va permettre en fait à l'ensemble des acteurs de pouvoir comparer sur une base comparable, c'est-à-dire que chaque initiative avait sa propre taxonomie, on va dire, et là on va se retrouver à comparer tous les green bonds sur une même liste d'activités vertes. Il faudra en émettre plus. Je sais que la BCE a pointé du doigt, entre guillemets, c'était en début d'année, le faible niveau d'investissement vert européen actuellement, et on est très en dessous des besoins financiers nécessaires pour atteindre cet objectif climatique qui est sur 2030. On n'est même pas sur 2050, on est sur 2030. Là. Tout à fait, très en dessous, on parlait d'environ 800 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. La BCE nous alerte. 800 milliards, c'est quoi? C'est les investissements qu'il faut faire dans la transition. Aujourd'hui, il faut doubler au niveau européen. Il faut doubler les capacités en énergie renouvelable, transformer les transports. Donc c'était 800 milliards jusqu'en 2030. Aujourd'hui, il manque 500 milliards à ces 800. Donc on arrive sur 1300 milliards, ce qui représente à peu près 7% du PIB de la zone, enfin de l'Union. Donc c'est très important. Et justement, on est dans un contexte défavorable, on va dire, au niveau de toutes les news qu'on a autour des initiatives, mais en même temps, on a ce besoin de transition qui n'a jamais été aussi important. Ouais. Sachant que, au début, vous me parliez, j'ai entendu le mot IA, vous avez cette conviction que ne pas investir dans l'énergie renouvelable, c'est perdre en compétitivité dans cette course mondiale à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'IA augmente le besoin en énergie, en consommation. Et aux États-Unis, notamment, on a des études qui sont sorties très récemment qui parlent d'une hausse de 30% des besoins. Est-ce qu'on peut imaginer sereinement que ce pays qui se veut être le précurseur et qui veut développer l'IA dans les 5 prochaines années et même plus, se prive de l'énergie renouvelable? Je ne suis pas certain. Donc là, on a une vraie convergence entre les intérêts économiques et les intérêts du financement de la transition. Parce que si l'IA sert à la transition, que l'IA fonctionne via des data centers qui sont alimentés au charbon, au gaz, c'est problématique évidemment.
clairement. Le marché des green bonds, on en est où? Comment il s'est développé? J'ai lu que c'était une année record en termes d'émissions 2024. Expliquez-nous. Oui, alors on commence à être sur un marché mature. Si on prend le crédit européen notamment, les obligations qui sont émises par les entreprises au niveau en euros, on arrive sur un marché qui depuis maintenant 4-5 ans se situe entre 20 à 25% des émissions totales. Ce qui veut dire qu'on a un marché qui commence à être mature avec quelques nouveaux émetteurs, mais souvent les mêmes qui reviennent. Et on commence à avoir des caractéristiques financières, ça intéresse nos investisseurs, qui ressemblent de plus en plus au marché classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la diversification, on peut investir dans du crédit de bonne qualité, de moins bonne qualité, du crédit court, de court terme, de courte maturité ou de longue maturité. On peut faire un portefeuille financier avec des caractéristiques équivalentes aujourd'hui. Avec plus de granularité. Qu'auparavant, donc on n'est toujours pas en termes d'émetteurs. En termes de type d'obligation, oui. En termes d'émetteurs, on est sur 3 fois moins que le marché classique, mais cependant avec des émetteurs qui se situent à la pointe de la transition, puisqu'ils peuvent émettre des green bonds. Et donc du coup, en termes de caractéristiques, on se retrouve quand même dans la performance de plus en plus proche du marché classique, sans rendement en moins. Il faut le préciser. Oui, important. Oui, c'est vrai ça. Souvent cette idée fausse que les green bonds rapportent moins, non, c'est pas vrai. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon, qu'est-ce qu'il faut que le marché des green bonds améliore, même s'il est déjà arrivé à maturité? Il faut justement peut-être plus diversifier les émetteurs. Je pense que l'upside, il est là, non? Exactement. Aujourd'hui, ce nouveau label européen, et comme on a donné tous ces avantages tout à l'heure, l'idée, ce serait peut-être de pouvoir élargir à d'autres activités en dehors de la taxonomie pour permettre à des émetteurs de financer par exemple le fait de s'adapter au changement climatique, le fait de transitionner peut-être sur des activités un peu moins vertes, et ce qui permettrait au marché déjà de financer plus de choses et en plus d'être plus diversifié en termes d'émetteurs. Puis d'éviter aussi peut-être que l'éco-blanchiment peut-être aussi a été un peu un frein. Et donc ce label, c'est peut-être l'antidote justement pour s'assurer, en tout cas pour celles et ceux qui veulent investir, avoir un impact positif et savoir exactement à quoi servent les fonds. Exactement. Le label est une réponse. Le label est vraiment une réponse. Aujourd'hui, on a donc ce besoin et on a un marché qui se structure de plus en plus et qui permettra d'éviter tout ce qui est éco-blanchiment dont on a parlé pendant des années sur ce marché-là et qui a pu freiner un peu le développement. On peut imaginer encore une année record pour le marché des green bonds, en termes d'émissions, en termes de... Alors on peut imaginer une année record parce qu'on a notamment beaucoup de refinancement. Ça y est, maintenant le marché étant mature, on commence à avoir des remboursements qui arrivent. Donc on peut imaginer que les émetteurs continuent à refinancer les projets avec ce type de support. Et puis le besoin ne fait qu'augmenter. On a encore RTE très récemment qui nous a parlé de 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2040 pour les réseaux en France. Ça, ce sont des sommes d'argent qu'il faut financer. Et les green bonds financent aujourd'hui près de 50% de la transition. Donc forcément, on peut imaginer que le marché ne va faire que croître dans les prochaines années. On est en pointe en Europe sur les green bonds. Je pense qu'on est même peut-être les leaders au monde, non? Alors en Europe, on se pose la question, le marché en euros est le marché le plus important. L'État français est l'émetteur le plus important de ce marché-là. Et donc effectivement... Quand on parle de maturité, on inclut aussi les émetteurs publics? Et on peut inclure les émetteurs publics, ouais. C'est le plus gros émetteur en termes de montant. Par contre, en termes de diversification d'émetteurs, forcément, ce seront les émetteurs privés les plus présents. Après, il faut reconnaître que pour les particuliers qui nous regardent, c'est difficile d'avoir accès à des green bonds. Alors, c'est difficile, mais comme le marché obligataire en général, puisque pour acheter une obligation, il faut avoir 100 000 euros, c'est le montant minimum en général. Il y a quelques exceptions dans d'autres pays, mais pas très peu en France. Donc, il faut passer forcément par des fonds qui peuvent être labellisés par différents labels et qui permettent de garantir en fait un certain standard dans les investissements des gérants sur le marché des green bonds. Alors, en faveur du climat et de la transition. La conclusion, on se dit quoi en conclusion de tout ce qu'on a changé? On se dit que le contexte n'est pas évident pour la matière, mais que les besoins sont là. Que, le dérèglement climatique, il est là. Le dérèglement climatique est là, le besoin est là. Je trouve que les besoins dans l'économie de demain commencent à converger de plus en plus avec le financement de la transition et qu'en plus, ce financement de la transition via les green bonds se fait dans un cadre réglementaire qui est de plus en plus clair. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nicolas Coulon, gérant obligataire chez Ophi Invest. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.